Jackie Boy me dit « Certaines rumeurs farfelues vous envoient comme ministre des Sports. Le poste vous intéresse-t-il et connaissez-vous François Bayrou ?» Non, je ne connais pas François Bayrou, je ne l'ai jamais rencontré. Enfin, c'est pas une rumeur farfelue, c'est un site parodique qui a fait une photo d'intelligence artificielle où je suis dans la cour de l'Élysée en train de serrer la main à François Bayrou. La photo est superbe d'ailleurs, j'avoue que je me trouve extrêmement élégant sur cette photo. Effectivement, c'est totalement farfelu. Le poste ne m'intéresse pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai pas la santé avec mon genou, ça c'est une évidence. Mais surtout parce que j'ai pas la compétence. Gérer le sport français, c'est pas gérer le foot français. C'est quand même quelque chose d'extrêmement différent. C'est se pencher dans les fédés, le sport amateur, des sports que tu ne connais pas, parfois même tu n'apprécies pas, parce que t'es pas obligé non plus d'aimer tous les sports quand tu es ministre des Sports. Donc non, ce serait effectivement, évidemment, je vais pas mentir, ce serait un immense honneur qu'on me propose ça, mais je pense que j'aurais la présence d'esprit de refuser ce poste, parce qu'encore une fois, j'estime que j'en ai pas les compétences. Jean-David Bedel me dit avec ce que vit Brest depuis maintenant 2 saisons, penses-tu tout d'abord que ce club va devenir une figure forte du foot français dans les années à venir, et sais-tu aussi s'ils envisagent d'avoir un stade digne de leur statut? Une place forte du foot français, ça veut dire être européen tous les ans, et je pense que ça n'en prend pas le chemin avec Brest cette saison. Je pense aussi qu'il y a un moment donné où il y a des joueurs qui vont aussi partir, parce que il y a aussi pas mal de joueurs qui sont là depuis un moment, hein, les Magnetti, Camara, Yesmelou, Lala, même si je crois que Lala a prolongé, et qu'effectivement la capacité financière du club va pas leur permettre de renouveler qualitativement leur effectif à chaque fois. Donc ça c'est un problème. Le nouveau stade, a priori, il est enfin voté. Les associations de riverains ont enfin fini de nous casser les bonbons. Moi, ce qui m'étonne juste, c'est qu'on ne fasse qu'un stade de 15 000 places, parce que je pense qu'entre en faire un de 15 et de 23, il n'y a pas un surcoût phénoménal au niveau de la superstructure du truc. Et je pense surtout que tu as quand même largement la capacité de faire 23 000 personnes à Brest. Je trouve ça un petit peu minimaliste comme projet d'en faire un uniquement de 15 000. Mais bon, c'est pas moi qui paye, c'est pas moi qui décide. Alex Pédon me dit « Le Texier a été l'auteur d'une prestation calamiteuse lors de Monaco et qu'en moins 3 erreurs importantes alors qu'il brille en Ligue des Champions et à l'Euro l'été dernier. Comment expliques-tu cette différence de niveau? Penses-tu que la VAR n'intervient pas sur certains arbitres en Ligue 1? Plus généralement, vois-tu une solution à ce problème d'arbitrage en France et à l'éthique de certains arbitres qui parlent régulièrement très mal, comme le Texier avec Uther mercredi? » Oui, je pense que c'est un des problèmes de l'arbitrage de le Texier à Monaco, c'est que déjà il a fait des erreurs, et surtout il a eu un comportement qui me paraît, mais qui me paraît aussi trahir un manque de confiance dans ses décisions. Effectivement, le souci, c'est que tu peux pas parler, en plus je veux dire, que tu parles à Sampaoli ou à Will Steele, qui sont des excités du bocal, ouais, à la limite, tu te mets à leur niveau et tu leur parles mal, mais Adi Uther, qui est vraiment un mec droit comme un i, je pense vraiment pas que ça méritait, que ça justifiait de lui parler sur ce ton. Effectivement, l'autre problème que tu soulignes avec justesse, c'est que la VAR n'intervient pas de la même façon lorsque ce sont des stars qui sont au sifflet. Je pense que quand c'est Turpin, Frappard, si tant est que Frappard soit une star de l'arbitrage, mais enfin il paraît que oui, ou le Texier, ben, le mec qui est dans le camion, il hésite à appuyer sur le bouton, et que c'est un problème. Le problème de l'arbitrage, comme je l'ai dit dans ma vidéo cette semaine, il est récurrent. À chaque saison, t'as un moment où tu dis, bah ouais, l'arbitrage c'est plus possible. Le souci, c'est que là, encore une fois, t'as eu 3 matchs très importants de notre championnat, Marseille-Lille, PSG-Lyon et Monaco-PSG, qui ont été très mal arbitrés. Alex Pénon me dit, après un début de saison au boulet de canon, Barcola traverse une période difficile depuis quelques semaines. Si c'était prévisible vu son âge et son nombre de matchs joués en ce début de saison, je trouve néanmoins qu'il commence à se regarder jouer et affiche une forme de nonchalance qu'il n'avait pas auparavant. Qu'en penses-tu?
Je vois pas, de la nonchalance chez Bradley Barcola. J'y vois plus un mec qui avait un truc qui fonctionnait et qui d'un seul coup se met à plus fonctionner. Parce qu'il faut pas rêver, les défenseurs travaillent sur les dribbles et je pense que tout le monde a compris que le Barcola, c'est hop, je pars à gauche, j'essaye de rentrer sur mon pied droit pour peut-être repartir à gauche. Mais c'est au moment où il repart sur son pied droit dans son dribble qu'il perd énormément de ballons. Donc je pense qu'il faut que, voilà, je pense qu'être un attaquant, c'est surprendre, et que surprendre, c'est savoir se réinventer très régulièrement. Et c'est ce que Barcola vit en ce moment, mais il n'empêche qu'il a quand même fait un très très bon début de saison. Céline Francky nous 4 me dit: crois-tu que l'entraîneur de Strasbourg arrivera à aller loin avec cette équipe, et as-tu des nouvelles de Dimitri Liénard? Crois-tu qu'il reviendra au Racing Club de Strasbourg dans le staff? Je pense que Rosenior a déjà changé un peu son fusil d'épaule sur ces derniers matchs. D'ailleurs, on voit que les 3 derniers matchs, Reims, Le Havre et Calais en coupe, les 3 matchs, Strasbourg n'a pas encaissé de but. Et c'était une équipe qui prenait beaucoup de buts, qui en marquait beaucoup, mais qui en prenait malheureusement presque plus. Il y a une correction à ce niveau-là sur le plan défensif. Je pense et je crois beaucoup notamment à l'éclosion du jeune Pape Diong au milieu de terrain, parce que malgré ses 19 ans, je trouve qu'il a une maturité avec la balle assez étonnante, qui s'apparente un petit peu à André Santos, avec moins de finesse technique évidemment que le Brésilien, qui est un joueur de très haut niveau. Quant à Dimitri Liénard, je pense que ses déclarations contre Bluco ne vont pas le servir à un retour au club. Et encore une fois, malheureusement, ce garçon que j'aime beaucoup par ailleurs a manqué de jujube dans ses déclarations. Alexandre Nadalojo me dit: Lens va être obligé de vendre pour 40 millions d'euros sur ce mois de janvier, avec probablement les ventes de Danso et de Koutsanov. Faut-il être inquiet pour Lens en deuxième partie de saison si Lens perd ses 2 meilleurs défenseurs, en plus d'avoir une attaque très moyenne? C'est sûr que si Danso et Koutsanov partent tous les deux, ça va faire un trou dans l'équipe. Il va falloir remettre en service Gradit, qui est sorti de l'équipe depuis maintenant un moment. Peut-être songer à recentrer Medina. C'est sûr que avec ces 2 joueurs, avec l'Autrichien et l'Ouzbek, Lens avait vraiment une charnière extrêmement impressionnante, dans tous les sens du terme, impressionnante d'ailleurs. Et voilà, je pense que ce qui est absolument effarant, c'est qu'une saison en Ligue des Champions ait fait perdre les pédales à ce point au club en termes de gestion des finances. Après, l'avantage, c'est qu'Ourgoulian corrige tout de suite le tir dès la saison suivante, mais voilà, à quel prix? Parce qu'effectivement, s'il y a ces 2 joueurs-là, ce sera au détriment de l'équipe. David Poupinel me dit: nous avons tous été étonnés que Singo n'ait pas été expulsé après son acte sur Donnarumma. Pourquoi la commission de discipline ne s'empare-t-elle pas du dossier pour une sanction exemplaire a posteriori? N'en risque-t-on pas dans une escalade de ce genre d'actes dangereux sous prétexte que l'absence d'intention de blesser le joueur et éviter le carton rouge? Alors là, tu touches deux choses. D'abord, l'impunité de certains joueurs, qui est effectivement un risque, mais je pense pas tant que ça. Et d'un autre côté, le fait que Singo n'ait pas été sanctionné, mais il ne peut pas être sanctionné. L'arbitre ne l'a pas sanctionné. Donc, si l'arbitre ne lui met même pas un carton jaune sur le terrain, c'est terminé, c'est jugé. La commission de discipline ne peut pas revenir dessus. Et ce sont les règlements, et je veux dire, le problème des règlements, c'est qu'il faut aussi les appliquer. Donc c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où le Texier n'a pas sanctionné et qu'il n'a pas fait le rapport à la fin du match, c'est jugé, on ne peut plus revenir dessus. Pierrick Liep me dit: entre le derby mancunien, les matchs foot Chelsea ou encore le 6-3 de Liverpool ce week-end à Tottenham, comment expliques-tu la morosité de notre Ligue 1 alors qu'en Angleterre tu as des matchs de fou chaque week-end? L'argent, mon petit Frédéric, Pierrick, l'argent. Quand tu as les meilleurs attaquants du monde dans ton championnat, c'est normal d'avoir un championnat spectaculaire. C'est-à-dire, quand on avait des bons attaquants en France, je veux dire, quand Monaco avait Ben Yedder, évidemment Paris avait Mbappé, Neymar et Messi, forcément tu avais
t'avais plus de buts. Je veux dire, regarde, même Toulouse, ils ont vendu Dalinga, ils l'ont remplacé par pas grand monde. Le souci, en France, c'est même pas le niveau des matchs. C'est que les entraîneurs, ils font ce qu'ils peuvent avec le matériel qu'ils ont. Je veux dire, je pense que c'est difficile de reprocher, par exemple, à Will Steele de pas marquer plus de buts avec ce qu'il a comme matériel offensif. Je pense que c'est compliqué d'essayer de marquer des buts lorsque tu n'as pas des mecs qui soient capables de la mettre au fond. Et c'est malheureusement un problème qui est général dans tout notre championnat. Monaco a des problèmes d'avant-centre avec la blessure de Balogun et Mbolo qui piétine totalement. Paris joue régulièrement sans avant-centre. À Marseille, c'est Ouahi ou Mopé, mais enfin dans les deux cas, c'est pas des machines à marquer des buts. Donc voilà, le problème du championnat de France, c'est le manque de matériel offensif. Il est évident que quand tu compares ça avec les escouades offensives, quand tu penses qu'à Arsenal, un joueur comme Gabriel Jesus est quasiment remplaçant du remplaçant, Gabriel Jesus, c'est 25 buts en France dans n'importe quel club. Voilà, c'est le problème. Nicolas Young me dit, vous qui aimez le basket et la NBA, suivez-vous d'un œil les performances de Victor Wembanyama. Pensez-vous que ce joueur, qui semble avoir un avenir radieux, s'il est épargné par les blessures? Déjà, je suis très étonné depuis que Victor est en NBA, qu'il soit aussi constant sur le plan physique. Parce que bon, il est très très grand, 2m21, mais enfin c'est quand même une tige de frein, même s'il a effectivement pris déjà pas mal de muscles. C'est pas Goldorak. Il est évident que sur bien des points, il est avantagé par sa taille, mais enfin, il n'est pas avantagé par sa taille pour shooter à 3 points, ni pour faire des passes incroyables comme il le fait. Il est évident qu'il est avantagé par sa taille pour faire des contres, mais je pense qu'avoir un joueur d'une taille aussi énorme, qui est capable et qui sait faire autant de choses sur un terrain de basket, c'est absolument phénoménal, qu'on a une chance inouïe qu'il soit français. En plus, là, il commence à avoir une vraie constance au niveau de la marque de points. Effectivement, son avenir est radieux, mais même son présent est radieux. Mathieu WQU me dit, question personnelle, mais très très pertinente. On approche de Noël, c'est le moment pour moi de vous poser la question délicate. Quel est le plus beau cadeau de Noël qu'on vous ait fait ? Je suis un papa depuis très longtemps et un mari depuis de nouveau 2 ans. Donc le Père Noël, c'est plutôt moi maintenant. C'est vrai que j'attends assez peu de cadeaux en retour. Mais sans vouloir faire jouer la corde sensible, le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, c'est ma greffe, puisque j'ai été greffé un 12 décembre. Donc le Noël 2016, je l'ai passé seul dans ma chambre d'hôtel, puisque comme chacun sait, les visites sont interdites le soir, surtout quand tu es 12 jours après une greffe et que tu es en réa. C'est bizarre parce que je vous dis que c'est mon plus beau Noël, alors que ça a été mon plus sinistre et mon plus horrible, et que j'aurais donné n'importe quoi pour être ailleurs que dans ma chambre d'hôpital. C'était peut-être encore plus exacerbé le soir du Nouvel An, mais en même temps j'étais en vie. Et c'était vraiment pas gagné au moment où je suis monté à la table d'opération. Donc oui, voilà, je pense que le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, c'est ce foie et ce rein qu'on m'a donné 12 jours avant Noël. Donc, je pense qu'effectivement, on ne peut pas avoir plus beau cadeau. Jean Martin me dit, depuis le retour de blessure de Gonzalo Ramos, le PSG a une bien meilleure attaque. Ce joueur a un ratio but par minute joué exceptionnel. Penses-tu que ce joueur est sous-évalué ? Luis Enrique a-t-il fait une erreur de ne pas lui chercher une doublure cet été ? Randal Colomoni n'entend pas dans ses plans. Le problème, c'est que Ramos, même s'il marque des buts, il n'est toujours pas titulaire au PSG. Donc, si tu lui mets un autre attaquant dans les pattes, est-ce que cet attaquant sera plus dans le style Luis Enrique ou pas ? J'avoue que je ne sais pas trop quoi penser de la relation entre Luis Enrique et ses attaquants. C'est toujours le même problème. On voit que par goût, par essence, il commence toujours ses matchs avec un faux numéro 9. Là, il a mis, à Lens, il avait mis Dembélé. Je pense que vraiment mettre Dembélé faux numéro 9, c'est vraiment une idée du démon, parce que tu le places à un poste où il est pas bon et tu l'enlèves d'un poste où il excelle. Donc ça me paraît être une très mauvaise idée. Spada me dit, ne penses-tu pas qu'un Pogba gratuit, et j'ose espérer sans prétention salariale gargantuesque, ne serait pas une si mauvaise idée pour l'OM ? Ça a l'air d'être dans l'air, mais on ne peut pas dire le contraire. Je pense qu'effectivement, les dirigeants de l'OM pensent effectivement
Il faut voir qu'au moment où Pogba sera autorisé à jouer après la levée de sa suspension, il restera 9 matchs, 7 ou 9, je ne sais plus, de championnat. Ce serait donc pour le remettre en route, surtout pour la saison d'après. Le problème, encore une fois, c'est que on parle d'un mec qui a dû faire 25 ou 30 matchs sur les 3 dernières années. C'est effectivement très très peu. Là, ça fait plus d'1 an qu'il joue plus du tout. Je trouve à titre perso que c'est un risque énorme. Et je pense que pour Paul, ce serait une meilleure idée d'aller peut-être en MLS où ça lui permettrait à la fois d'avoir immédiatement un statut de star, un salaire de star, et aussi des attentes et des prétentions footballistiques moins importantes qu'en Ligue 1, où quand même, là, je pense qu'il sera attendu de pied ferme.